Je suis aujourd'hui pour vous présenter, non, en fait, non pas comme représentante du CERMIM, mais plutôt par mon parcours professionnel. On a beaucoup de conférenciers de qualité aujourd'hui. L'idée, c'est que l'événement se répète d'une année à l'autre. On a mis la main à la pâte, on vous l'avouera aussi parce qu'il y a certains enjeux de transport et de pénurie de main-d'œuvre. Puis on s'est rendu compte qu'on avait vraiment des beaux contenus déjà existants en cette première année de l'événement éco-responsable. Donc, je commence par la conférence sur le développement durable et approche de cycle de vie des produits et services qui revêt d'un potentiel infini pour les entreprises. 3 blocs, un vraiment démoralisant, le premier, enjeux environnementaux planétaires et particularités insulaires. Bonjour, soyez les bienvenus. Je vous dis tout de suite, c'est pas à ce premier point-là qu'on va dire « yes, ça va bien », mais je vous rassure, c'est suivi d'un bloc sur le concept un peu de développement durable, l'approche de cycle de vie, et finalement des avantages concrets pour les entreprises. Donc, c'est le bloc un peu plus dense, on vous donne ça le matin, un mélange d'humour, de philosophie, de science. J'espère que ça ne sera pas trop pénible pour vous. Voilà. Donc, tout être vivant a un impact sur son environnement, consomme des ressources et génère des rejets. Par contre, c'est un secret pour personne, l'homme est une espèce à part et son mode de développement et consommation ont généré des impacts parfois irréversibles sur l'environnement, sur l'écosphère dont elle dépend pour survivre. Il y a... Oups. Excusez-moi, c'est bloqué. 4 types d'impacts ou catégories d'impacts qui reviennent: les changements climatiques, qualité des écosystèmes, la santé humaine et l'épuisement des ressources. Côté changement climatique, on a un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est le GIEC, qui, pour le 8e rapport, nous confirme que ça ne va pas très bien. Les experts répètent et répètent que l'augmentation de 1,5 degrés Celsius de la température terrestre entraînera une hausse inévitable des aléas climatiques et de nombreux risques pour les humains et les écosystèmes. Aujourd'hui, force est de constater que la hausse des températures et les changements climatiques, c'est plus un présage d'un avenir lointain, on est dedans. Ces phénomènes sont déjà à l'œuvre, ils sont déjà infligés à la nature et aux humains des pertes et des dégâts observables, parfois irréversibles. Donc, je vous l'avais dit, c'est le bout un peu déprimant. Je ne vais pas vous faire un dessin sur les changements climatiques. On est dedans, on le vit. Aux îles, c'est pratique. Je n'ai même pas besoin de faire des recherches de photos sur Internet. J'en ai plein, plein mon portable. Donc, est-ce qu'on connaît les impacts des changements climatiques aux îles? On les vit. Ouranos avait déjà publié plusieurs études, mais en fait, je pense que tout bon Madelino et toute bonne entreprise ici voit déjà comment ça peut impacter à la fois son milieu, mais aussi son économie. Juste une petite note là-dessus. J'imagine que vous saviez déjà, mais tout porte à croire que des événements tels que Fiona étaient exceptionnels, des événements centenaires qu'on appelait. Là, on parle de décennies. Donc, est-ce qu'il y en aura d'autres? Oui. Attachez bien votre toiture. Qualité des écosystèmes? Les écosystèmes, c'est tout ce qui permet de soutenir autant les services écologiques, je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est des éléments dont on a absolument besoin pour vivre. Par exemple, les milieux humides, j'en parlerai au comité ZIP ou Attention fragile, c'est des milieux qui font partie des écosystèmes les plus importants. Ils vont capter le carbone, stocker le carbone, ils vont agir à titre de marais filtrants, ils vont aider à ce qu'on ait une eau de qualité, ils vont abriter de la biodiversité. Et bien sûr, c'est un des écosystèmes qui est souvent menacé par, entre autres, construction, érosion et autres développements. Qualité des écosystèmes, les fameuses forêts. Forêt, c'est pas juste un arbre, en fait, c'est un écosystème qui agit, on dit les poumons de la Terre. C'est une image, mais c'est une image quand même qui veut dire que les forêts permettent de séquestrer du carbone d'une part, de produire de l'oxygène, de créer un milieu de vie pour beaucoup d'espèces. Et pourquoi l'espèce est importante? Si je ramène un écosystème tel que celui des mers, je pense que c'est une surprise pour personne avec une économie qui repose principalement sur le secteur des pêches, en quoi la qualité des écosystèmes, elle est importante au niveau économique. Petit lien entre changement climatique et les écosystèmes marins. On voit en ce moment l'arrivée de la baleine noire dans des zones où elle ne se promenait pas du tout avant, des espèces invasives qui peuvent avoir un impact sur la ressource.
Donc, tout est dans tout. On revient sur des concepts aujourd'hui, mais c'est interrelié, puis on vit avec la nature, évidemment. Pardon. Il y a aussi un rapport qui nous mentionne qu'on a perdu près de 70% des populations d'animaux sauvages en une cinquantaine d'années, qui pointe, comme je disais, le lien marqué entre la perte de biodiversité et le réchauffement climatique. Je vous avais dit que ce n'était pas le bout de très... hop la vie, hein? Santé humaine, tributaire de l'environnement, ça aussi, une autre qualité, une aire de qualité, mais aussi les impacts du soleil, hein? Il y a une époque où on se mettait de l'huile pour se faire dorer. Maintenant, tout le monde est rendu sur la crème FPS 50, 60. Vous n'avez pas rêvé, les rayons sont un peu plus intenses. Les substances chimiques radioactives, les virus, ça aussi, je pense qu'on a tous une expérience commune là-dessus. Sans oublier la santé mentale, duquel on parle de plus en plus, l'éco-anxiété. Face à ça, les nouvelles générations se retrouvent des fois découragées ou paralysées ou se demandent où s'en va le monde. Et finalement, l'épuisement des ressources. Bien, les ressources, on en parle cet après-midi sur l'économie circulaire. L'économie linéaire, c'était de l'extraction, de l'usage et ça va départir en fin de vie comme si c'était des matières renouvelables. Or, beaucoup de ressources ne le sont pas. Qu'on parle entre autres des combustibles fossiles ou des matériaux, des terres rares ou des métaux lourds, par exemple. Des métaux en général. Donc, il y a un petit calcul qui s'amuse à faire à chaque année sur le calcul du jour de dépassement. Donc, cette année, on l'atteint, en 2021, on l'atteint le 29 juillet. Chaque année, c'est de plus en plus vite. Donc, cette année, normalement, sur ce rythme-là, on consommerait 1,75 planètes. Donc, ça aussi, c'est un enjeu majeur. Cet après-midi, comme je disais, on parlait d'économie circulaire. Le monde, pour l'instant, n'est qu'à 8,6 % circulaire. C'est-à-dire que le mode de production linéaire, il est encore massivement utilisé, notamment à cause des sources d'énergie, combustibles fossiles, charbon et autres. Oui, mais aux îles, c'est pas pareil. En effet, mais c'est pas mieux. Le territoire insulaire qu'on ne peut pas agrandir permet peut-être de mettre en évidence plus qu'ailleurs l'interdépendance de l'homme et de son milieu. Donc, on subit un peu tout ça, puis on est vraiment en première loge. Donc, on le disait, vulnérabilité, changement climatique, un environnement fragile, des ressources naturelles limitées, une forte exposition aux aléas côtiers, une gestion complexe des matières résiduelles, rareté, pénurie de main-d'œuvre, faible diversité des activités économiques, forte sensibilité démographique, fragilité des liens de transport avec l'extérieur, hein, on le sait, dépendance énergétique et, pour ne nommer que ceux-là. C'est la fin du portrait décourageant, je verrai ça sur le positif, parce que c'est aussi un contexte, le contexte insulaire, c'est aussi un endroit où on a une certaine diversité de population. Il y a des activités économiques, il y a des entreprises, il y a des infrastructures. On a un territoire d'expérimentation parfait pour faire les choses différemment. En plus, on a quelque chose de très précieux qui est l'entraide entre les entreprises. Ça aussi, on reviendra tout à l'heure. Mais bon, tout le portrait un peu démoralisant fait qu'un entrepreneur peut décider de se mettre la tête dans le sable. Ça va bien trop coûter cher, je fais juste comme les autres. On ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs. Je n'ai pas le temps, je manque de main-d'œuvre. Les changements climatiques, je ne peux pas y faire grand-chose. Aujourd'hui, on va s'attaquer à ces a priori pour se sortir la tête du trou. Premièrement, est-ce qu'il est trop tard? Ici, un livre d'un ancien professeur à moi, M. Claude Villeneuve, à l'UQAC. Non, il faut s'y mettre, par contre. On ne peut pas changer le passé, mais il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites. Énormément de choses qui peuvent être faites, par contre. On peut voir les défis ou on peut voir les opportunités. Si les enjeux environnementaux sont source d'anxiété, je suis sûre qu'il n'y a personne qui filait bien dans le dernier bloc que j'ai présenté. Ben, c'est aussi l'occasion de se mettre en action, puis l'action, c'est une des meilleures sources de réconfort et d'énergie. Ça donne du sens aux orientations qu'on va se donner. Le rapport du GIEC, tantôt, était assez catastrophique. Par contre, ils étaient beaucoup plus ouverts sur ce qu'on peut faire. Et donc, il n'est pas trop tard. Et il y a des choses qui doivent être faites, notamment la réduction des énergies fossiles et dans le secteur industriel, revoir l'utilisation des ressources, miser sur les matériaux à faible émission de GES, développer le recyclage et la réutilisation pour réduire les déchets,
investir dans des technologies à faible émission et repenser les transports des matières premières et des marchandises. Bref, on s'adresse aux entreprises. Mais petite note quand même, le GIEC a aussi recommandé des choses relatives à l'urbanisme, une meilleure configuration des villes pour réduire les émissions de GES liées au déplacement. Donc, go, vélo, go! Bon, cela étant dit, tout ça pouvait être combiné à des initiatives de reforestation, à la limitation de déboisement et au développement de nouvelles technologies permettant la capture et le stockage de CO2. Pourquoi pas un jour devenir un puits, un lieu où on séquestre le carbone plutôt que d'en produire? Il y a une transition à faire, on s'entend. Quelques notions. Service écologique, précieux et souvent pris pour acquis. Service écologique, c'est les bénéfices que l'homme tire du fonctionnement des écosystèmes. C'est une notion qui met en valeur l'unité de la nature pour l'homme et la dépendance de celui-ci vis-à-vis le fonctionnement des écosystèmes. Notre eau potable, notre air, nos poissons, fruits de mer, quand même, hein? On a fabriqué l'eau morte. Nos fruits et légumes, tout ça dépend, entre autres, des milieux humides, des forêts, du littoral, des pollinisateurs. Wow, tout ça pendant que je dormais. Hey, merci! Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Donc, si la nature pouvait répondre, dirait, déjà, travaille avec moi, tu vas être surpris de ce que je vais pouvoir t'apporter. Pour représenter ça, j'ai inventé une petite histoire avec un visuel qui était sur les pages vertes. Mon ami Conrad. Est-ce que vous me permettez que je prenne une petite gorgée d'eau avant de continuer? Je vais respirer déjà. Vous êtes tellement attentif, je ne sais pas si c'est parce que... Je vois personne qui dort encore, ça va. Le commerce de Conrad est situé dans un quartier paisible. Il vend des cellulaires. Le commerce de Conrad est situé dans un quartier paisible. Il vend, répare et loue des cellulaires. Il s'est mis à l'horticulture. Conrad a moins de problèmes d'approvisionnement et une plus grande marge de profit depuis qu'il ne vend plus de cellulaires. Conrad passe la moitié de son temps à réparer des cellulaires, l'autre moitié à publier des images d'oiseaux et de fleurs sur son terrain. Conrad accueille des ruches d'un ami producteur, épargne 15 litres d'essence et 120 heures de tondeuse. En plus, maintenant, il a du miel à l'année. Conrad a ajouté un café à son commerce. Il y sert des tisanes maison, vend du miel et a maintenant 2 employés bien heureux de travailler dans un environnement de travail inspirant et d'actualiser leurs valeurs. Accessoirement, Conrad a contribué à la biodiversité, son entreprise a pris de l'expansion, son quartier est encore paisible et ses clients ont encore des cellulaires. Donc, ça comprend plusieurs choses, cet exemple-là, mais on va y repasser pendant la journée, entre autres avec des outils dont l'analyse de cycle de vie pour les entreprises. Par où commencer? Déjà, la notion de développement durable. Il y en a qui disent que c'est un terme galvaudé parce qu'on ne peut pas être à la fois en développement et en durabilité, mais on va s'entendre qu'on garde ce terme-là, puis je vais le décortiquer un petit peu avec vous. Notre avenir à tous, c'est la première commission des Nations unies sur l'environnement et le développement, la commission Brundtland en 1987. Donc, ça fait un bail qui visait un développement qui répondait aux besoins du présent sans compromettre les générations futures, répondre aux leurs. Donc, en gros, s'assurer que nos enfants aient aussi de l'eau potable, entre autres. Ensuite, on a vu, j'imagine que vous connaissez bien le petit graphique à gauche. Il s'est bonifié dans le temps, mais en fait, il y a plusieurs définitions du développement durable. Mais je vais proposer une approche qui est un peu plus, cohérente, selon moi, dans le sens où la qualité de l'environnement est une condition, l'efficacité économique un outil, la cohésion sociale un objectif, et l'équité à la fois une condition, un moyen et un objectif. Donc, c'est de placer l'humain dans cette version-là qui travaille avec chacune de ces sphères et non pas, on essaie de le placer un petit peu plus en économie ou un petit peu plus sur l'humain. C'est interdépendant, puis sans bonne eau, on ne fait pas de bonne bière, par exemple. On ne s'en sort pas. Donc, un développement représente l'amélioration de la qualité de vie et de l'équité sociale. La consommation est une dimension fondamentale de la satisfaction des générations présentes. La durabilité implique le maintien à long terme des systèmes écologiques et sociaux qui sous-tendent le développement. Ça permet de garantir la satisfaction des besoins des générations à venir. Donc, il représente 2 dimensions différentes qui ne sont pas nécessairement contradictoires, mais qui doivent tenir compte l'une de l'autre.
Ceux qui disent que c'était un terme à la mode qui va passer date, ben non. Il y a Brundtland, mais il y a aussi les Nations Unies. Il y a les 17 objectifs, par exemple, des Nations Unies. ont mis en place un programme de développement durable à l'horizon 2030. En fait, ils le refont à chaque quelques années. Puis le cadre d'action international s'articule autour d'un ensemble d'objectifs de développement durable, des cibles, des indicateurs, des financements, des orientations. Donc, à quelque part, ça va des deux côtés. Il y a un consensus mondial sur le fait qu'il faut bouger. Il y a déjà des principes, il y a des outils. Et de l'autre côté, chaque petite entreprise a son pouvoir d'action, puis va pouvoir se relier aussi à des stratégies plus grandes. Qu'est-ce que le cycle de vie? J'aurais un petit vidéo pour vous présenter rapidement ce qu'on entend par ça. Là, on tombe dans le bloc « Qu'est-ce qu'on peut faire et comment ». Ça va? Vous êtes là? Voici différents produits de consommation courants. Saviez-vous que pour la production de chacun d'eux, de multiples substances sont émises dans l'air, le sol et l'eau, causant ainsi des dommages à l'environnement? Tiens, prenons cette ampoule. Juste pour en arriver à la fabriquer, il a fallu procéder à l'extraction et la transformation de ces matières premières. Une première étape qui a déjà provoqué des impacts sur l'environnement. Mais comment faisons-nous pour calculer le total des impacts de chacune des étapes de sa vie? Pour cela, il faut connaître le cycle de vie du produit. Le cycle de vie commence par l'extraction de la matière première nécessaire. Ici, par exemple, du minerai est retiré du sol afin d'y prélever des métaux. Or, les rejets miniers affectent les écosystèmes. Vient l'étape de la fabrication, où les différents matériaux s'assemblent pour former l'ampoule. Une fois transformée, il faut aussi l'emballer, ce qui ajoute encore aux émissions dans l'environnement. La troisième étape est celle de la distribution. Le transport en bateau émet son lot d'émissions de gaz à effet de serre. Imaginez la quantité générée quand le produit est transporté d'aussi loin, mais en avion. De là, elle a encore du chemin à faire avant que vous puissiez l'utiliser. Et comme à la fabrication, la source d'énergie utilisée est aussi déterminante sur les changements climatiques. Électricité provenant de barrages ou de centrales au charbon. Le poids en GES ne sera pas le même. Enfin, arrive la gestion du produit en fin de vie. Une fin qui entraîne aussi des émissions de substances qui vont se libérer dans l'environnement. Durant tout le cycle de vie, chacune de ces émissions peut avoir différents impacts sur l'environnement. Le calcul de ces émissions et des impacts qu'elles engendrent s'appelle l'analyse du cycle de vie. Les impacts sont souvent classés en 4 catégories. La santé humaine, la qualité des écosystèmes, l'épuisement des ressources et les changements climatiques. Cette dernière catégorie correspond à l'empreinte carbone du produit. À partir de l'analyse du cycle de vie et du même coup, l'évaluation de l'empreinte carbone, les entreprises peuvent réellement découvrir ou innover pour diminuer leur impact sur l'environnement et devenir plus attrayantes pour les consommateurs. L'analyse du cycle de vie, un premier pas vers un développement réellement durable. Ce vidéo est une initiative du ministère du Développement économique, de l'innovation et de l'exportation et du CIREG. Donc, ça met la table un petit peu sur l'analyse du cycle de vie. L'analyse du cycle de vie en tant que telle, c'est un processus normé qui est assez coûteux et assez complexe, hein, parce que quand on parle de quantifier, là, ça permet de comparer des produits, ça permet de démontrer que telle approche est mieux qu'une autre d'une manière très, très quantifiée sur les 4 catégories d'impact. Je ne vous parlerai pas de ça en détail aujourd'hui, je vous rassure, mais je vais plutôt parler de l'approche cycle de vie, puis en quoi les entreprises peuvent quand même dresser un portrait général de chaque étape du cycle de vie de son produit ou de son service. Ça s'applique à n'importe quelle entreprise. Et de déjà identifier des choses qui peuvent être faites. Donc ça, c'est vraiment à la portée de tous. Donc l'idée, c'est de prendre des décisions considérant les impacts environnementaux de chaque étape. L'approche de cycle de vie vise à générer l'ensemble du cycle de vie d'un produit ou d'un service pour, comme je disais, analyser, comprendre les étapes, identifier les risques et les opportunités dans le domaine économique, environnemental et social de chacune des étapes, établir des systèmes proactifs pour saisir des opportunités, puis gérer ou minimiser des risques et des impacts. Sur le cycle de vie, donc, on parlait, comme dans la petite vidéo, j'ajoute à ça la conception, donc il y a la conception à la base de tout ça, l'extraction de matières premières, la fabrication, le transport, l'usage et le tri en fin de vie. On avait fait un petit graphique à l'époque en collaboration avec Réutile dans
une volonté de sensibilisation. Ça, c'est le cycle de vie d'une tasse jetable. Donc, on va dire que la tasse est en styromousse. On a une extraction de matières premières au niveau pétrole, un transport vers le lieu de fabrication où il y a une consommation d'énergie. Ensuite, on a un transport vers un autre lieu pour, des fois, le packaging, l'entreposage. Ensuite, on est chanceux aux îles, on a un autre volet de transport pour l'amener jusqu'aux îles pour un usage moyen de 2 à 30 minutes. La question se pose après, si c'était une tasse en styromousse qui était bien souillée, elle ne sera probablement pas recyclée. Elle va reprendre le bateau et être acheminée à 1500 km d'ici pour être enfouie. Si on regarde ça 30 secondes, ce n'est pas très logique. Et pourtant, on a beaucoup d'éléments, surtout des emballages, qui ont ce cycle de vie-là. Est-ce que l'alternative compostable est mieux? Oui, c'est mieux. Ça reste aux îles, mais probablement que M. Durbec et la municipalité s'y diraient non, on réduit à la source, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, on le fait. Il y a quelques défis à ça aussi, mais ça fait partie des options pour les entreprises et peut-être même de nouvelles entreprises qui pourraient se démarquer en offrant des services complémentaires. Donc, appel d'intérêt, qui a envie de louer de la vaisselle lavable aux îles, s'il vous plaît? Mylène, adjugée, voilà. Donc, au niveau de la conception, faire de l'éco-conception, ce n'est pas forcément utiliser des outils complexes. Il faut se poser des questions simples, dites de bon sens, sur l'ensemble du cycle de vie. Connaître le cycle de vie de mon produit ou de mon service, déjà. Identifier les hotspots. Désolée pour l'anglicisme, mais vous comprenez, identifier là où il y aurait le plus d'impact. Éviter le transfert d'impact, ou, comme disait mon professeur, le plastique propre ne rachète pas l'eau sale. Donc, peut-être que des fois, on a un transfert de dire, moi, je consomme plus d'eau, je lave plus de vaisselle. Non, mais il y a un impact à une autre étape du cycle de vie. Donc, d'avoir la vue d'ensemble, c'est pas juste de pelleter dans la cour du voisin ou de l'usager les impacts environnementaux liés à son produit ou à son service. Repenser et faire évoluer mon entreprise. Donc, ensuite, au niveau de l'extraction des matières, quelles ressources sont utilisées dans mon produit ou service? Ces ressources sont-elles renouvelables ou non renouvelables? Est-ce que j'ai des alternatives locales, des alternatives certifiées? Puis là, on rentre là-dedans aussi l'aspect éthique. Je parle beaucoup d'environnement, mais est-ce qu'il y a des enfants qui travaillent à la production de ce que je vends dans mon commerce ou de ce que j'utilise? Il y a toute une dimension sociale à ramener à chacune des questions. Est-ce que je dois consommer ces ressources ou si une alternative réutilisable existe? Ensuite, au niveau de la fabrication, où et comment sont produites ces matières? Quels sont les effluents et les sous-produits découlant de la fabrication? Quelles énergies sont consommées au lieu de fabrication? Quels produits et quelle est la toxicité reliée au processus de transformation? Est-ce que je pourrais revoir mon procédé ou changer de fournisseur? Bon, au niveau de la fabrication aux îles, on va se le dire, le gros point qui pèse, c'est l'énergie. Un deuxième, l'eau, mais quand même, nos ressources en eau, la dernière étude de l'Université Laval se voit très rassurante. Notre ressource eau se porte bien. Mais l'énergie, avec tous les bons programmes et les bonnes intentions du côté d'Hydro-Québec, et by the way, merci, on est chanceux. Au Québec, l'énergie, c'est nationalisé. Nos amis en France vivent une autre réalité. Les entrepreneurs vivent en ce moment une hausse des coûts énergétiques de l'ordre de 30 à 50 %. Imaginez, et ils payent le prix réel. Donc, ça, des fois, il faut s'en rappeler que nos aïeux ont aussi pris des décisions que d'avoir accès à une source d'énergie à faible coût, du fait que nous, c'est une centrale. On n'est malheureusement pas encore sur un portefeuille d'énergie renouvelable. Donc, si je reviens à la fabrication, c'est sûr que côté énergie, ça a la cote. Ensuite, transport, emballage, expédition. Est-ce que c'est minimal? Donc, on n'est plus à l'époque de mettre une petite... faudrait peut-être l'expliquer à Amazon, ça, par exemple. Mais bon, de mettre un petit item dans une immense boîte. Il y a des façons... On n'a pas le choix d'emballer les choses. Je ne suis pas ici du tout pour faire la morale, mais l'idée, c'est de voir comment on pourrait optimiser. Est-ce que l'éco-conception peut m'aider à faire un emballage qui se superpose ou qui, en fin de vie, occupe moins d'espace? Est-ce que je peux me grouper avec d'autres pour que, à la fois, mon emballage et mon transport soient optimisés? D'où provient mon produit ou ma matière? Est-ce que j'ai une alternative plus près?
quel est le mode de transport utilisé ou a été utilisé. Donc, en fait, on n'a pas 1 million de choix, mais entre l'option, des fois, avion ou bateau, et ensuite, est-ce que ma matière a fait le tour du monde 3 fois avant de venir aux îles? Ça aussi, c'est le genre de questions qu'on peut se poser. L'usage, durée de vie utile, est-ce qu'il est durable et réutilisable? Est-ce que l'utilisation de mon produit ou service consomme des ressources, exemple de l'eau et de l'énergie? Et ça, j'ai un bel exemple pour vous. Ils se sont amusés à faire le cycle de vie d'une brosse à dents. Quelqu'un qui voulait faire une conception optimale de la brosse à dents, puis dire je vais trouver le meilleur plastique ou je vais la faire compostable. Oui, super. Mais on s'est rendu compte que le cycle de vie, ce qui consommait le plus, le plus gros point, c'est la consommation d'eau. Parce que les gens, dans leur habitude de se brosser les dents, laissent l'eau ouverte et la laissent aller. Fait que, tu sais, c'est pas des solutions magiques, mais c'est de commencer à décortiquer un peu ce qu'on fait, ce qu'on offre, est-ce qu'on est capable de l'optimiser et de réduire les impacts en bout de ligne. Est-ce qu'il y a d'autres façons de répondre aux mêmes besoins? Tantôt, l'exemple de Conrad avec le téléphone, ça, c'est un bel exemple. Parce qu'il a, et ça, il y a des entreprises qui l'ont fait. Il y a une entreprise de tapis, par exemple, qui a arrêté de vendre du tapis. Il loue des tapis. Il fait des blocs de tapis, puis il peut remplacer des segments de tapis dans l'institutionnel. Il a triplé son chiffre d'affaires. Puis il a réduit de 90 % les déchets produits pour un même service. Les entreprises ont encore du tapis. Fait que ça aussi, c'est quelque chose à réfléchir. Tri en fin de vie. Comment est géré mon produit ou mes consommables en fin de vie, enfouis, compostés, recyclés? Quelles sont les exigences énergétiques de ce traitement? Le produit utilise-t-il d'autres sources comme l'eau, papier, etc.? Et comment ramener mon produit à des consommables dans le cycle? Là, je vous ai montré le cycle de vie plus d'un produit, mais si vous êtes dans le service, probablement que vous pourriez utiliser le cycle de vie pour évaluer votre bâtiment. Quel est le cycle de vie de mon bâtiment? Est-ce que je peux intervenir? À quel endroit je peux intervenir pour réduire ces impacts? Donc, si jamais vous vous demandez comment le cycle de vie s'applique, n'hésitez pas à venir voir mon équipe. Je pense qu'au CERMIM, on commence à être assez ferré sur la question du cycle de vie, ne serait-ce que pour vous donner des idées et ensuite vous orienter sur des projets ou peut-être même du financement pour réaliser vos ambitions en termes de développement durable ou d'éco-responsabilité. Le petit bout de terme, c'est quoi l'éco-responsabilité? La qualité d'une personne physique ou morale, d'un comportement ou d'une activité qui tient compte du principe de respect à long terme de l'environnement physique, social et économique. Donc, j'arrive au 3e bloc. Ça va mieux, hein, déjà? on est moins pogné, là. On se sent moins polluant. Je le redis encore, l'objectif de la journée n'est absolument pas de moraliser, au contraire, c'est de donner le goût à l'action. Mais il faut quand même partir du pourquoi. Donc, maintenant, on est dans le bout d'action, ce qui est mon bout préféré. Les enjeux, en ce moment, pour les entreprises, c'est un secret pour personne, il y a une pression sur les prix et les ressources naturelles. Hein? En construction, le coût du bois, les variations, les aliments, ce sont des exemples où ce n'est pas du tout la faute de l'entreprise si le prix augmente. C'est qu'il y a un effet mondial qui va varier, mais qui va aussi continuer de se produire avec la situation actuelle. On ajoute à ça les guerres et autres, là, mais voyons le développement durable at large avec tous ces enjeux. La concurrence des marchés internationaux, les défis d'attraction et de rétention de main-d'œuvre. On parlait d'entreprises des fois qui songent à mettre de la vaisselle jetable ou compostable parce qu'ils n'arrivent pas à avoir, par exemple en restauration, ils n'arrivent pas à avoir de main-d'œuvre pour laver la vaisselle. Il va falloir qu'on se pose des questions, là. Parce que là, ça, c'est déshabillant pour nourrir un autre enjeu environnemental à côté, là. Les enjeux d'approvisionnement, ça aussi, qui parmi vous avait attendu des pièces ou du matériel dans les dernières années? Oh mon Dieu! Hein? C'est quelque chose. Enjeux d'approvisionnement, la hausse des coûts d'exploitation, débris et retards liés aux conditions climatiques, ça aussi. Accès et maintien des ressources naturelles et des services écologiques dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup de pression. Maintenant, il y a aussi des opportunités. J'en ai 8 et c'est ce qui va conclure ma présentation. Le premier bénéfice, c'est l'accès à des financements et l'obtention de capital. Je vous présentais les orientations au niveau des Nations unies, mais chaque pays a des orientations et chaque
Bailleur de fonds aujourd'hui a des programmes. Ça n'a pas été difficile de mobiliser les gens aujourd'hui à la SADC, à la Vague, chez Desjardins, pour dire c'est quoi les liens de financement qui soutiennent le développement durable? Bien, la réponse, elle est systématiquement, bien, on a tel programme, mais d'emblée, c'est sûr qu'on est content de supporter ces orientations-là. L'engagement et le développement durable est une tendance forte. Beaucoup de financements soutiennent les démarches en entreprise. Les entreprises n'investissent pas en amont, risquent d'accuser un retard lorsque les réglementations plus sévères seront adoptées. On ne s'en sortira pas de toute façon. Quand c'est de l'innovation, c'est financé. Quand c'est les bonnes pratiques, on le documente et on l'enseigne. Quand c'est rendu obligatoire, il est un peu trop tard et ça coûte cher. Donc, c'est pas la voie économique non plus de dire « je vais attendre encore un peu ah. ». L'engagement d'une entreprise envers les dimensions environnementales, sociales et économiques du développement durable tend à devenir un gage de crédibilité, de saine gestion et de bon rendement aux yeux des investisseurs. Deuxième bénéfice, la réduction des coûts de fonctionnement et d'exploitation des ressources. Donc, par l'approche de développement durable et ou du cycle de vie, votre entreprise est amenée à réduire ses coûts d'approvisionnement en énergie et en ressources naturelles. Donc, c'est un élément qu'on n'a pas besoin de retransmettre dans la facture au consommateur. On l'a évité à la source. La collecte et l'enfouissement des matières résiduelles est déjà onéreuse, elle augmentera encore significativement. Et là, il ne faut pas taper sur la tête de personne, c'est normal. Tout augmente, le transport augmente, la taxation à l'enfouissement, et on remet encore plus de pression pour contraindre les entreprises à réduire. Sous peu, les entreprises seront appelées à compenser 100% des coûts nets de la collecte sélective municipale pour la récupération et la valorisation des contenants et des emballages, ainsi que des imprimés. Encore une fois, ne tapez pas sur la tête de la municipalité, ce n'est pas leur décision, ça vient de plus haut. L'application des principes de la hiérarchie 3RV, on va y repasser tout à l'heure, mais c'est la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la valorisation, épargne gros à l'entreprise et à l'environnement. Troisième bénéfice, consolidation et développement des marchés. En adoptant une démarche de développement durable, l'entreprise répond aux exigences sociales et environnementales de certains marchés. Par exemple, ça va permettre aux petites entreprises de contracter avec des plus grandes entreprises qui ont des exigences de plus en plus grandes. Des donneurs d'ordre tels que Cascade, Rona, Loblaws, même Walmart est en train d'adopter des politiques d'approvisionnement responsables qui imposent aux fournisseurs et aux sous-traitants d'être plus éco-responsables, des fois même de faire des analyses de cycle de vie normées envers leurs produits. Le gouvernement du Canada et du Québec ont également intégré le développement durable dans les politiques d'achat des ministères et organismes. Donc, ça devient un avantage pour une entreprise qui a une offre définie en ces termes-là. Quatrième bénéfice, l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre. C'est intéressant. Il paraît que les travailleurs d'aujourd'hui ne sont pas comme ceux d'avant. Mais il paraît aussi que chaque génération dit ça. Mais bon, ce qui est dit, c'est que l'engagement des entreprises quant à la protection de l'environnement et la qualité de vie de son personnel est au cœur des préoccupations des travailleurs d'aujourd'hui. L'action d'une entreprise envers le mieux-être de ses employés favorise le développement d'un sentiment d'appartenance qui permet de réduire le taux de roulement et les coûts de remplacement de main-d'œuvre. Ça aussi, c'est cher. J'ai une entreprise ici de Stanford qui révèle que 97% des étudiants qui aspiraient au marché du travail étaient prêts à accepter une baisse de salaire de 14% pour travailler dans une entreprise socialement responsable. Quand même. Cinquième bénéfice, maximisation de la productivité. Si le personnel est content, il est plus efficace. 70% du personnel qui s'est engagé envers les valeurs de l'entreprise ont déclaré que leur productivité a augmenté dans les années précédentes. Donc, les employés augmentent leur rendement personnel et donc la productivité de l'entreprise. Même transporter des boîtes, quand tu es content de le faire, ça va plus vite que si tu es comme « Ah non, pas encore ». C'est des concepts humains, mais pourtant, en bout de ligne, en signe de dollar pour une entreprise, c'est important. Donc, des fois, c'est intéressant, si on n'a pas plus d'employés, qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos employés qui sont encore là, au service de l'organisation, des fois à bout de souffle parce qu'on est en effectif réduit, comment faire pour qu'ils soient contents d'être au travail aujourd'hui? Puis vous allez voir qu'en bout de ligne, un, on les garde, et deux, ils sont contents d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que je ne m'amène pas trop les employés. Hein? Êtes-vous contents d'être ici aujourd'hui? Yeah. Okay.
Que ce soit par la révision de la distribution des tâches, l'instauration de mesures favorisant les saines habitudes de vie, on le voit aujourd'hui, pouvoir aller bouger, conciliation travail-famille, l'instauration de mécanismes de concertation ou d'activités de production à valeur ajoutée, l'innovation organisationnelle se traduit par une augmentation de la productivité et de la performance de l'entreprise. Là, c'est clair, on est dans le secteur humain, mais c'est quand même une des bases du développement durable et de l'efficacité en entreprise. Sixième bénéfice, l'innovation et l'apprentissage. Sur 30 entreprises qui ont fait des produits éco-conçus, aucune n'a subi de perte et la majorité de celles-ci ont augmenté leurs profits en lien avec la démarche, en plus d'améliorer la performance environnementale. Investir dans la portée de ces moyens, on s'entend, souvent c'est des très petites entreprises, mais ça vaut quand même la peine, une fois que vous avez regardé votre cycle de vie, de dire « moi j'aimerais travailler sur telle chose ». Des fois, il y a un investissement de base, toujours il y a des programmes pour vous aider, on va le voir cet après-midi. Et généralement, les interventions à long terme sont rentables. Pour changer les façons de faire, il faut faire preuve de créativité et d'ouverture d'esprit. Puis l'intégration de développement durable à la planification stratégique de l'entreprise devient un levier puis un catalyseur pour l'innovation. Finalement, l'éco-conception et le biomimétisme, ça c'est un autre concept que j'aurais pu expliquer de long à large, mais là ça devenait pas mal lourd, mon affaire. Je serai là pour répondre à des questions spécifiques. Va mener au développement de nouveaux produits et procédés permettant aux entreprises de se différencier et d'économiser sur les coûts de fabrication, d'emballage et de transport. Le septième, fidélisation de la clientèle. Une entreprise qui s'engage, on comprend, se démarque auprès des consommateurs qui sont de plus en plus sensibles et sélectifs. J'ai hâte de louer un cellulaire au lieu de l'avoir. J'aimerais louer ma laveuse. Je n'ai pas besoin d'être propriétaire de ma laveuse. Je veux juste qu'elle lave. Bref, parenthèse. Les entreprises qui affichent leurs résultats en développement durable de manière transparente et honnête peuvent bénéficier d'une visibilité médiatique sans avoir à défrayer de coût d'une promotion publicitaire. Aujourd'hui, l'agent va présenter plein de projets concrets. C'est des vraies entreprises. Ils n'ont pas payé pour qu'on parle d'eux. On est content de parler d'eux. Donc, à l'année prochaine, j'aimerais refaire un événement comme aujourd'hui puis mettre plein d'entreprises des îles avec ce qui aura été fait. Modèle d'affaires d'une entreprise peut aussi être révisé dans le but de fidéliser davantage la clientèle ciblée. Donc, on parlait de l'allocation. Dernier bénéfice, l'amélioration et la gestion des risques. Bon, on a estimé que durant les 5 prochaines années, 83% des entreprises auraient à faire face à une crise qui aurait un impact négatif de l'ordre de 20 à 30% sur leur probabilité. Là, on parle de grandes entreprises, mais quand même, ce que ça veut dire, c'est que il y a des changements au niveau des marchés, il y a des changements au niveau des changements climatiques, ça bouge tout ça. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui ont subi des pertes importantes avec Fiona. Une approche préventive va aider à la gestion des risques. Et ça, ce n'est pas juste les entreprises. Je dis les entreprises, mais les bailleurs de fonds, tous ceux qui soutiennent les entreprises, peut-être pas attendre à la prochaine tornade ou tempête pour préparer les entreprises. Donc, il y a peut-être l'investissement préventif sur la gestion de risque qui va être pertinente, ou du même, comme entreprise, vous pouvez vous poser les questions, est-ce que je suis à risque et est-ce que je pourrais me préparer ou avoir des moyens d'atténuation? Donc, un plan de développement durable, diversification des produits et services, ça aussi, c'est une gestion de risque. Plus j'ai de cordes à mon arc, s'il y en a une qui casse, j'en ai d'autres. Si votre entreprise privilégie une approche préventive, donc, elle peut faire des économies substantielles sur les coûts ponctuels liés aux crises. Donc, c'était les 8 bénéfices généraux aux entreprises. Je pense que les conférences d'aujourd'hui vont aussi vous aider à cibler certains éléments qui seraient pertinents pour vos organisations. Synergie et symbiose industrielle, ça, c'est quelque chose d'intéressant, puis c'est quelque chose de facilement déjà accessible à l'échelle des îles. Symbioses industrielles sont des réseaux d'organisations maillés entre elles par des échanges de ressources, de matières résiduelles, d'eau, d'énergie et d'innovation. Il y a déjà de l'entraide quand une entreprise qui vend X matériaux n'en a plus. C'est pas rare aux îles qui appellent son compétiteur. « Hey, j'ai plus 2 par 4, peux-tu m'aider? » La réponse est souvent oui. Donc, même des entreprises étant en compétition, aux îles, il y a de l'entraide. Ça, c'est une longueur d'avance sur beaucoup de milieux compétitifs. Je vais vous amener un philosophe, je finis avec le bout de philo, là.
Il faut rebâtir complètement une société humaine, la compétition sera finalement éliminée. Bon, dans un modèle économique, comment ça marche? Je n'ai plus à être plus fort que l'autre, j'ai à être plus fort que moi grâce à l'autre. Donc, c'est une progression, une approche d'interdépendance. Si j'ai quelqu'un qui gère mes déchets puis en fait une nouvelle matière commercialisable, moi, j'ai épargné, lui, il a toute son entreprise qui rebase dessus. C'est là que la coopération entre les entreprises peut vraiment faire un maillage intéressant et rentable. Donc, en intégrant la vision de développement durable à votre planification stratégique et à long terme, vous verrez la compétitivité et la profitabilité de votre entreprise s'accroître. Oui, mais je n'ai pas le temps. Donc, je vous ramène à Edgar Morin, qui est un autre philosophe que j'aime beaucoup. À force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. La Terre est comme une île, ses limites sont définies, notre inventivité, elle, est infinie. Et c'est là-dessus que je vous laisse, en remerciant les partenaires du CERMIM, Université du Québec à Rimouski, Gouvernement du Canada, Développement économique Canada, Gouvernement du Québec, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Desjardins des Ramées, Communauté maritime des îles et le Cégep des îles. Puis si vous tapez tous les rapports, vous aurez le privilège de le faire. Courte période de questions, je pense qu'il me reste comme 4-5 minutes.